Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci d'être là. J'espère que vous avez passé un beau Noël, un beau réveillon, un beau Noël malgré les contraintes et que dans le fond, vous n'avez pas la COVID ou en tout cas quelqu'un près de vous pas la COVID. On dirait que, en tout cas dans mon entourage, là, c'est parti. Il y en a plein. Des gens proches qu'on n'a pas vus récemment, mais qui nous ont avisé notamment là, que, bon, finalement, il était infecté. Alors, soyez prudents, je vous le demande, je vous le suggère, bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous demander, évidemment, de partager le podcast, ça ferait bien notre affaire. Vous pouvez aussi profiter d'aubaines incroyables, mais surtout de produits inédits sur Shop Pratico. Vous pouvez voir ça dans le lien, dans la description du podcast, Shop Pratico. Vous allez voir toutes sortes d'objets inédits, c'est bien fait. Aujourd'hui et au cours de la semaine, vous allez voir, je vais faire un bilan un peu de la dernière année et je vais commencer aujourd'hui sur la scène fédérale, la revue de l'année fédérale et bien sûr, je vais aller rapidement, mais je vous montre ou je vous indique les éléments qui, à mon sens, sont les plus marquants de la politique fédérale de cette année. Évidemment, je vais débuter avec l'élection que l'on a connue à l'automne passé, l'élection qui a été déclenchée de façon inutile. On va le dire, là, il n'y avait pas d'urgence de le faire, on était en pleine pandémie encore, et c'était pas une élection qui était nécessaire parce qu'on avait un gouvernement paralysé, les partis d'opposition ne menaçaient pas de défaire le gouvernement minoritaire de M. Trudeau. Alors, c'est honnêtement une élection complètement inutile que l'on a eue, de par sa forme, puis de par les motifs qui ont été utilisés pour le déclencher. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que ça a été inutile parce qu'on a eu les mêmes résultats. Ça, on ne le sait pas une fois qu'on lance les dés. Mais à sa face même, on a eu aussi les mêmes résultats, ce qui veut dire que les Canadiens étaient contents de voir un gouvernement libéral minoritaire et on a reconduit le même modèle à Ottawa. Il y a un élément assez particulier aussi qui me frappe, moi, c'est encore une fois la dualité des opinions des Québécois, où à la fois on trouve que M. Trudeau, que M. Legault est très fort, on est d'accord avec lui, la majorité des Québécois sont d'accord avec lui sur plein de thèmes, notamment la question de la laïcité de l'État québécois, d'accord avec lui pour protéger les juridictions et les champs de compétences du Québec. M. Legault a même lancé un appel très clair en campagne électorale de voter contre Justin Trudeau. Puis en même temps, les Québécois ont donné un mandat plus fort à M. Trudeau au Québec, sachant que c'est quelqu'un qui ça lui dérange pas beaucoup d'empiéter dans des compétences provinciales, dit aux Québécois comment gérer les CHSLD en matière de santé, a dit publiquement, et il réitère, que si on devait, le fédéral interviendrait pour aider les opposants à la loi 21 adoptée à l'Assemblée nationale. Donc, un champ de compétences du Québec est contesté devant des tribunaux, ça va se rendre à la Cour suprême. Puis M. Trudeau a été clair en campagne électorale, c'est pas impossible qu'il intervienne là-dedans. Alors, malgré tout cela, malgré donc ces positions absolument à l'opposé entre M. Legault et M. Trudeau, il en demeure pas moins qu'on continue à donner l'appui des Québécois à M. Legault, puis on a donné un mandat plus fort à M. Trudeau. Alors, c'est l'incompréhension. Comment je vais dire ça? C'est le mystère Québec, je vais le dire comme ça. C'est le mystère Québec quand quelqu'un est capable de voter pour quelque chose de son contraire, puis il est bien là-dedans. L'autre élément, bien sûr, de cette élection, c'est un peu le reflet sur les partis d'opposition. Je vais commencer avec le Bloc québécois et François Blanchette a réussi dans le fond, à maintenir, puis dans le fond, relancer le Bloc québécois, mais sera toujours là pour que chialer, il ne prendra jamais une décision de sa vie à Ottawa. Alors, et ça ne change absolument rien dans la vie de M. Trudeau, puis les décisions du gouvernement fédéral. M. O'Toole sort affaibli de cette élection-là. C'était un homme qui, dans le fond, a clignoté à droite puis a tourné à gauche en campagne électorale. C'était une position inconfortable pour lui. Il essayait d'être plus
au centre de l'échiquier politique. Puis là, ça chiale de partout. Ça chiale de la droite religieuse dans son parti. Il n'y a pas grand monde de content, à part, ce que je comprends pas, mais à part des députés du Québec. Évidemment, ils ont eu des belles jobs avec M. O'Toole, mais là, ils se disent bien contents de sa performance, alors que les conservateurs ne sont pas l'ombre d'eux-mêmes. Puis c'est un parti, ça sonne faux. Hein? Quand tu entends, là, on est contre le débat, de réouvrir le débat sur l'avortement, ça sonne faux. Et sur la question de la vaccination, que M. O'Toole dise non, moi, c'est pas grave s'ils sont pas vaccinés, puis non, mais les députés n'ont pas besoin d'expliquer s'ils le sont, etc. Ben, ça montre que c'est un homme très coincé dans tout cela. Puis sur le débat sur la loi 21, où est-ce que là, on est en train de protéger des droits fondamentaux. Alors qu'on protège des droits fondamentaux là, pour des députés qui ne seraient pas vaccinés, alors qu'ils pourraient mettre la santé de la population en jeu, quand vient le temps de la question au Québec, puis que ça se ramasse devant la Cour suprême, les conservateurs disent « Ah non, ça c'est un débat qu'au Québec », alors que ce n'est pas le cas. Alors, M. O'Toole sort affaibli de ça. La risée de l'élection a été le Parti vert. Mme Paul a quitté dans la controverse, etc. Vraiment, c'était une catastrophe pour le Parti vert. Et le NPD, on est en train de voir que ce n'était qu'un feu de paille appelé Layton, la popularité du NPD au Québec, malgré son charisme. Ce signe n'est pas capable de faire comprendre aux Québécois qu'il représente une alternative valable. Puis, dans le fond, les chances de remonter ce parti-là pour prendre le pouvoir au Québec, le pouvoir au Canada avec le Québec, ne sont pas très grandes. Les chances ne sont pas très grandes. Deuxième facette de mon bilan, après avoir parlé des élections fédérales, je vais vous parler, à mon sens, des sujets qui ont meublé l'actualité donc fédérale, mais qui sont des sujets très sensibles pour les Québécois. Il y en a 3, et je vais commencer avec la question de la langue. Premièrement, nomination sur le plan linguistique épouvantable d'une gouverneure générale qui ne parle pas français. M. Trudeau s'est défendu de cela. Puis après ça, Sipoumonne contre le président d'Air Canada qui s'en vient, dans le fond, narguer les Québécois en disant « Moi, je parle pas français, j'ai pas besoin de parler français, j'ai pas le temps de parler français, j'ai pas le temps de prendre des cours, puis by the way, ça fait 14 ans que je vis au Québec, puis je suis capable très bien fonctionner en anglais. » Alors, méchant pied de nez, puis là, M. Trudeau et son équipe s'en vont. Ça n'a pas de bon sens. T'as une minute, là, écoute, là, ça n'a pas de bon sens. Et larmes de crocodile, vous avez nommé une gouverneure générale qui est la tête de l'État canadien, où 2 langues officielles sont reconnues, puis on nomme quelqu'un en disant « Oh ouais, mais c'est pas pareil, parce qu'il n'y a personne d'aussi compétent qu'elle qui serait bilingue. » Tu sais, comment? Alors, le sujet donc de la langue est venu au cœur de l'actualité. Je vous parlais tantôt de la question de la laïcité. Bien sûr, de façon théorique, la laïcité de l'État, tout le monde est d'accord avec ça. C'est après ça, quand tu le mets dans l'application concrète, puis là, tu dis, un prof, tu vas sacrer dehors parce qu'elle a un signe religieux. Puis là, on veut bien le hijab, le turban, peu importe. Mais la loi spécifie également n'importe quel signe religieux, qu'il soit visible ou non, en passant une petite croix, un petit Jésus, que tu mets dans ton gilet, tu caches. La loi t'interdit d'enseigner avec ça. Bon, c'était pas le cas à Chelsea, mais Chelsea est venu exacerber, dans le fond, l'intolérance que la loi 21 nous amène au Québec. Puis là, ça a remonté ce sujet-là. Et la position de M. Trudeau, encore une fois, je vous le disais, c'est que je ferme aucune porte. Pas impossible que je conteste ça, ou en tout cas, je joigne ma voix à ceux qui contestent ça, donc devant les tribunaux. Le plus haut tribunal au Canada, ça serait la Cour suprême. Alors, cette position met aussi les autres chefs dans l'embarras, notamment question de M. O'Toole qui dit « Non, je ne m'en mêlerai pas, c'est des compétences du Québec exclusivement. » C'est une position assez facile et faible de la part d'un chef fédéral. La question demeure, si on est pour jouer dans ce film-là, si le fédéral est pour dire « Oh, je suis pas chaud », le fédéral étant M. Trudeau, le gouvernement, je suis pas chaud avec la loi, je vais inviter des groupes
à contester, puis je les financerai au besoin. Bien, la question demeure, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas simplement un renvoi, puis on vide la question, un point, c'est tout, parce qu'il faut comprendre que d'office, la loi, elle est discriminatoire. C'est pour cette raison-là, envers donc une discrimination en fonction de la religion, des croyances religieuses. Et c'est pour cela que le Québec, dans le projet de loi, dans la loi adoptée, a déjà invoqué la clause dérogatoire qui dit essentiellement, si je ne suis pas conforme à la Charte des droits, j'ai le droit de ne pas être conforme en utilisant une clause qui s'appelle clause dérogatoire. Le fait que la loi la contienne déjà, cette clause, ben, à sa face même, ça suscite l'interrogation à savoir, donc c'est discriminatoire, est-ce que la clause dérogatoire peut s'appliquer dans ce cas-là? Puis là, c'est compliqué avec les commissions scolaires anglophones, etc., etc. Donc, il y a quelque chose là, il y a quelque chose à gratter pour aller jusqu'au bout de cela, pour avoir, dans le fond, l'opinion, puis c'est pour ça qu'on sépare le pouvoir législatif du judiciaire, pour avoir une opinion des juges, à savoir, qu'en est-il? Alors, ça aurait été peut-être plus facile, et ça serait plus facile si on avait un renvoi du fédéral vers la Cour suprême pour éclairer cette question-là. L'autre, non seulement il y a eu la langue comme sujet qui touche l'épiderme des Québécois, la langue, gouverneur général, la laïcité, la loi 21 et l'histoire de Chelsea, mais aussi la question des champs de compétences. Et là, on a un M. Trudeau qui allègrement piétine dans les champs de compétences des provinces. M. Trudeau a fait campagne sans être gêné de cela. M. Legault a dit que vous devriez voter contre lui à cause de cela. Puis finalement, les deux hommes sont élus. Ils sont populaires les deux. Puis M. Trudeau continue à dire cela, notamment pour les soins dans les CHSLD. Le troisième grand sujet, donc élection, sujet qui touche l'épiderme des Québécois, évidemment la pandémie. Le Québec reproche au fédéral d'accuser des retards dans l'approvisionnement en vaccins et en tests rapides. C'est sur la question des tests rapides, c'est vraiment là le bordel. C'est au compte-gouttes. Et le Québec a un examen de conscience à faire par rapport au délai qu'il a pris à autoriser, à suggérer et à reconnaître les tests rapides. Ça fait longtemps qu'on aurait pu les distribuer. Le fédéral avait des réserves. Le Québec n'avait pas demandé de ces tests. Alors, c'est facile chez chialer maintenant, de dire on n'en a pas assez, mais on est parti un peu tard au Québec. Pour ce qui est du fédéral également, la question des frontières, c'est vraiment le bordel ou l'incompréhension totale. Et là, on ouvre les frontières, on les ouvre plus, on ouvre la terrestre, mais on n'ouvre plus les terrestres, les frontières aériennes, avec des tests, pas de tests. Là, on a changé des tests en arrivant, non, on n'a pas assez de personnel. Le fédéral, là, est fourré solide avec toute la question des frontières. Considérant qu'on a notre plus grand voisin et qu'on a une frontière terrestre énorme, c'est très difficile de s'y retrouver. Et qui paye le prix de cela? Ben, c'est bien sûr les voyageurs, c'est bien sûr les compagnies aériennes. Là, avec l'avis de déconseiller tout voyage non essentiel, c'est encore l'industrie du tourisme et des agences de voyage, les Transat de ce monde, les Air Canada de ce monde, etc., qui payent pour. Parce qu'on a une politique absolument, un matin c'est quelque chose, le lendemain matin c'est autre chose. Il y a zéro prévisibilité. Le fédéral n'a pas été très bon là-dedans. On pensait qu'avec le départ de Marc Garneau des transports, ça pourrait s'améliorer. Manifestement, ce n'est pas le cas. L'autre chose sur la question de la vaccination obligatoire, M. Trudeau a pris le taureau par les cornes, puis c'est drôle, hein? Ça ne fait pas de remous. Même les syndicats ont été d'accord avec ça. Donc, M. Trudeau a obligé la vaccination obligatoire pour ce qui a trait au transport, notamment les avions, les trains, les bateaux, mais également à toute la fonction publique, puis parapublique. Et il y a un taux de conformité extraordinaire. Ça s'est fait assez rondement. Est-ce que c'est parfait? Probablement pas, mais c'est pas mal mieux réussi que la menace, puis le retrait ensuite... le retrait, la queue entre les deux jambes du ministre de la Santé en disant « Le personnel de santé, je vous oblige à la vaccination, puis après ça, pout, on recule. » Alors, le fédéral, chapeau, ça a été une réussite. L'autre sujet pour terminer mon bilan fédéral de l'année, je vais vous parler de l'Outaouais. Et en Outaouais, je vais commencer avec l'élection sans surprise. Sans surprise,
si ce n'est que les jours qui ont précédé l'élection, le départ de Will Amos. On comprendra que les épisodes dans son complet d'Adam à l'écran, à quelques reprises, lui ont coûté sa job. Et Sophie Châtel, c'est aussi une surprise. Sophie Châtel qui arrive de nulle part. C'est une femme presque inconnue dans le comté, mais elle arrivait comme vedette pour le fédéral, avec des compétences qui n'étaient pas au sein de l'équipe libérale, au niveau de la taxation des grands des médias sociaux notamment. C'est une experte dans cela. On se serait attendu à une nomination, à tout le moins comme secrétaire parlementaire aux revenus, et même pas. Et c'est ma surprise, Mme Châtel qui remplace Will Amos. Bon, surprise du départ, surprise de l'arrivée de cette femme-là inconnue, puis surprise du fait que, là, quand tu regardes son CV, qu'elle soit nulle part dans l'organigramme gouvernemental. Je vais vous parler de Steve McKinnon. Steve McKinnon a eu une superbe promotion comme whip en chef du gouvernement. C'est une job stratégique, importante, surtout pour un gouvernement minoritaire. Ça veut dire que M. Trudeau a une confiance aveugle dans Steve McKinnon, ce qui est très bien, puis c'est bien mérité en passant. L'autre chose, c'est faut regarder vraiment les résultats de M. McKinnon, combien c'était on ne peut plus clair. L'enjeu numéro 1 de cette campagne-là pour M. McKinnon, c'était quoi? C'était le pont. Et le 6e lien, il est comme le seul à pousser dans ce sens-là contre vents et marées. Et là, il y a un petit peu de vent de face. Autant que la population était derrière lui lors de l'élection, mais là, il y a un vent de face. Il y a un vent de face parce que la CCN sort un rapport intérimaire qui est assez tiède, merci, par rapport au pont. On a Mona Fortier qui, contre toute attente, se ramasse au Trésor et est la seule ministre d'Ottawa et de l'Outaouais québécois, la seule, donc, au Conseil des ministres, comme ministre, et Mona Fortier qui dit, moi, je ne suis pas convaincu que le besoin est là. Alors, c'est un autre vent de face de Steve McKinnon, pas qu'il n'est pas capable d'en prendre, là, mais quand même, il y a cela. Et en sourdine, moi, ce que je pense qui risque d'arriver également, c'est qu'il y a un lien entre le 6e pont ici et le tunnel à Québec. Et bien que le Québec ne met pas une scène noire dans le pont ici, sur le principe, si jamais, pour des questions environnementales, il reculait sur le pont, sur le tunnel à Québec, j'essaie de voir comment est-ce qu'il justifierait un laisser-aller total ici en disant « Oui, bâtissez un pont. Je comprends que ce n'est pas de leur juridiction, mais quand on dépense des milliards comme ça, j'ai l'impression que Québec va vouloir s'en mêler, bien qu'il ait été assez timide jusqu'à maintenant. » Alors, parce qu'on ne sent pas que Mathieu Lacombe, c'est un porteur de dossier. Là. Avez-vous vu Mathieu Lacombe aller au bat, vous, pour dire que ça prend le pont, puis il est derrière le fédéral, puis il pousse le fédéral, go, puis ça nous le prend? Sentez-vous ça? Encore une fois, non, il ne fait pas ça. Ben non. Alors, c'est un petit peu ce que je voulais vous raconter également. Dernier point sur l'élection fédérale, on pourrait dire que c'est le premier revers politique de France Bellil, elle qui demandait un ministre de l'Outaouais. Elle ne l'a pas eu, elle a eu quand même Steve McKinnon qui est whip, mais elle n'a pas eu quand même le ministre qu'elle réclamait. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour le bilan de l'année en politique fédérale. Je ferai Québec demain et la ville de Gatineau ensuite. Puis je vous réserve aussi une petite surprise et une annonce pour le 31 décembre, vendredi. Je vous ferai mes vœux pour 2022, mais j'ai une annonce à vous faire également. J'espère que vous allez être là. Donc, je reprends mon indice d'aujourd'hui. Si vous inscrivez l'indice, vous pourriez gagner 100 $ dimanche qu'on va faire tirer. L'indice d'aujourd'hui, c'est assez facile. Ça sera fédéral parce qu'on vient de faire la revue de l'année politique au fédéral. Merci beaucoup tout le monde. Je vous retrouve demain pour un autre podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut.